C'est ce qui est paradoxal avec la course à pied, c'est que tu démarres, je ne connais pas une personne qui me dit ouais j'ai démarré en courant et j'ai adoré. Non, tu démarres, tu souffres. Enfin, tu parcourir, c'est une horreur quoi. Et t'as les œillères qui se forment là, tu vois plus rien, tu souffres, t'as mal de partout, tu ventiles comme un malade. T'arrives, t'as des courbatures, tu te dis c'est quoi ce truc quoi. Moi, je me rappelle la première fois où je suis parti courir, je faisais VTT, je suis allé faire 8 km, je suis rentré, mais j'ai pris les godasses, je les ai jetés. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le fondateur et leader de la team Garmin Adventure. Il est l'un des ultra-trailers professionnels les plus réguliers et performants de ces dernières années. Et voici quelques lignes à son palmarès. Première place à l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour en 2018, 7ème place à l'UTMB en 2016, 2ème place au Grand Raid de la Réunion en 2015, 3ème place à l'Ultra Trail de Madère en 2016. Nous évoquerons son histoire de sport, la présence très importante de la famille autour de lui, la création de la Team Garmin, ses plus beaux et pires moments de trail et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Sébastien Camus. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Camus. Sébastien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Merci à toi. C'est une invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir et que j'ai attendue. On va recontextualiser un petit peu la manière dont je t'ai abordé. C'était, je pense, assez original. On s'est vu je t'ai abordé à la fin de l'UTCAM, sur lequel tu avais participé. Et je t'ai demandé gentiment si tu voulais participer au podcast. Tu m'as gentiment répondu que tu étais d'accord, mais on a mis un petit moment à se mettre à caler nos agendas. Donc je te remercie encore d'être là ce soir avec nous. Ouais. J'assume une grande part du délai. J'assume une grande part du délai. On a tous des emplois du temps compliqués, donc c'est normal. On a réussi à se caler et c'est le plus important. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ah, Sébastien Camus, qui c'est? Alors, Sébastien Camus, il a 42 ans cette année. Enfin, il les a pas encore, il va bientôt les avoir. Mais ce qui fait que, ouais, il y a un peu de bagage derrière, donc il y a un peu de vécu. Je fais pas partie des tout jeunes. J'ai 42 ans, je suis papa de deux magnifiques bambins qui sont une joie de vivre au quotidien. Donc, je suis marié avec Aurélie, qui est ma femme, ma tendre et chère, qui m'accompagne au quotidien dans mes péripéties, parce que je ne vous cache pas que j'ai une vie assez particulière. Voilà, après, j'ai fait un peu les choses à l'envers, je trouve, dans ma vie, entre construire une maison, avoir des enfants, se marier et passer professionnel en trail running. J'ai fait ça à l'âge de 36 ans. C'était C'est pas 36, commun. 37 ans. C'est Et pas un ouais, c'est pas parcours commun. commun. Et puis c'est un enchaînement qui est particulier parce que quand tu as tout enquillé dans ta vie et que tu te retrouves avec tes deux enfants, ton petit crédit de maison pour le standard, ta femme, et que tu te dis, bon, bah chérie, j'ai une opportunité de passer professionnel en trail, j'y vais pas. Là, tu te poses et tu réfléchis et tu te dis, bon, ben, si j'y vais pas, je pense que je vais regretter quelque chose. Si j'y vais et que ça marche pas, bon, écoute, j'aurais vécu une belle aventure et j'aurais surtout vécu un rêve que j'avais depuis pas mal d'années et ça s'est concrétisé en fin 2016. Et on s'est lancé dans cette aventure un peu folle et on le regrette pas du tout parce que c'est du bonheur au quotidien. Très bien. Sébastien, moi, ce que j'aime bien
dans mon podcast, c'est commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte, dans lequel tu as grandi, l'environnement géographique, familial et cetera? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Alors, pour ce qui est de l'environnement géographique, ça va être, assez large. Il va falloir prendre un stabilo et stabiloter une grande partie de la France. Mmh. Parce que pour info, j'ai déménagé 15 fois les 18 premières années de ma vie. Ah oui, quasiment une fois par Donc, an. je vais avoir du mal à poinçonner la carte, ou alors il va me falloir quelques punaises. Mais, ouais, j'ai beaucoup déménagé, ce qui a construit aussi le Sébastien. Parce que quand tu es un enfant et que tu valdingues, à travers les cartons, les sacs à dos et surtout que tu sautes de classe en classe, bah, voilà, c'est un peu particulier et ce qui fait que j'ai beaucoup d'attachement à l'environnement social qui m'entoure. Mes amis, que j'ai tendance à dire, c'est un peu ma seconde famille Mmh. et pour qui j'ai beaucoup d'attachement et beaucoup de liens. Après, ben, enfin, après, c'est pas vraiment après, c'est plutôt en priorité. Je l'ai pas mentionné dès le début, mais c'est le lien familial qui est très, très important. Quand tu t'arrêtes pas de valdinguer, ben, fatalité, tes repères, bah, c'est tes parents et bah, dans mon cas, c'était mon frère. Ce qui fait qu'on est très liés. Même si on est totalement différents, on est très liés. Et bon, Je te ça s'est coupe, mais peut-être remarqué. pour quelle raison, il y avait ces déménagements perpétuels? Raison professionnelle de notre père, qui, voilà, qui, en fonction de ses évolutions professionnelles, a dû déménager et donc il a beaucoup évolué. Mmh. Il a beaucoup évolué et voilà, arrivé à l'âge de 18 ans, bah, j'ai posé un peu mes valises, ce qui fait que quand tu commences à faire des études post-bac, tu peux plus t'amuser à voyager, tous les ans. Donc là, à partir de là, j'ai posé mes valises, sur la Côte d'Azur et j'y suis resté, bah, voilà, depuis 18. Ça fait déjà, 24 ans. On y 24 ans que je reviendra suis là. sur cet aspect, études supérieures dans un second temps. Tu étais comment, enfant, introverti, ouvert aux autres? Ah, j'étais plus, un extraverti introverti. Ah, J'ai toujours eu, au fond de moi, l'envie d'être extraverti et plutôt introverti de par, bah, voilà, les situations qui étaient un peu complexes. Tu sais, quand toujours le nouveau de la classe, eh oui. c'est toujours compliqué d'aller, retourner un peu l'ambiance générale et bon, la priorité, c'est un peu de te faire des amis, discrètement et te poser. Ouais, non, en fait, j'étais plutôt l'introverti, mais au fond de moi, j'avais plus une volonté d'extraversion Mmh. et ce qui s'est, réellement, voilà, il y a eu quelques points marquants dans ma vie qui ont marqué ce côté un peu extraverti et notamment, là, j'ai en tête mon mariage qui était complètement décalé. Enfin, notre mariage, Oui, Aurélie parce et qu'on se moi, qui marie était rarement complètement seul. décalé avec un thème. Donc, j'avais imposé un thème, un peu particulier à tout le monde. Beaucoup de personnes ont eu du mal à y croire C'était quoi ce et thème? malgré tout, j'ai gardé le cap. C'était le thème de la moustache. Donc, chaque personne qui était invitée au mariage devait, je dis bien Absolument. devait, se présenter avec une belle moustache. Donc, les mois précédents, on s'est tous retrouvés avec des espèces de barbasses monstrueuses pour, avoir un maximum de matière à dessiner une belle moustache. Ça a été plus compliqué pour les imberbes qui se reconnaîtront. Mais voilà, c'était le délire. Et à partir de là, tu pars dans un délire de mariage, c'est complètement déjanté, décalé. Ça pose les bases. Et ouais, c'était génial, c'est des souvenirs exceptionnels. Et voilà, ça marquait vraiment mon côté un peu extraverti, qui a envie de délirer, de profiter de la vie. Et voilà, c'est la petite note, le petit clin d'œil. Tu en as parlé tout à l'heure, la relation, avec ton frère Sylvain, qui est très importante pour toi. C'était quel type de relation? Vous étiez dans la compète ou vraiment vous étiez dans le partage? Étant jeune, on n'a jamais réellement pratiqué le même sport au même moment et en confrontation.
Moi, j'ai toujours eu cette position du grand frère. Donc, tu guides un peu ton petit frère. Et t'as qu'un petit frère, donc tu t'y attaches et tu fais très attention à lui. Et en gros, tu passes devant et tu bénéficies de ton expérience pour l'aider lui derrière. Après, on a eu l'opportunité de pratiquer ensemble. C'était dans les années 2000. On a pratiqué le cyclisme ensemble. On a fait du VTT, du vélo de route. Et on a très rapidement goûté au Raid Aventure, Mhm. qui a été une passerelle exceptionnelle pour nous parce qu'en fait, c'était exactement ce vers quoi on voulait tendre. C'était un effort long, difficile, où il fallait énormément de solidarité et qui se pratique en équipe. Et là, on s'est épanoui là-dedans. C'était magique, vraiment magique. Et à partir de là, cette activité-là nous a fait découvrir le trail. Donc, bon, on en discutera peut-être après, mais voilà, c'est un peu La genèse. la transition qui Mhm. fait que, voilà, on a toujours eu ce côté fraternel, solidaire. Et ouais, je reviens sur des moments exceptionnels de partage et de soutien qui nous ont fédéré quelque chose d'incroyable tous les deux au travers de cette activité du Raid Aventure, qui nous manque un peu. Je, je le lance comme ça, mais ouais, c'est vrai que le Raid Aventure nous manque un peu. Et pour quelle raison on s'écarte un Il y a peu du plus sujet, trop mais de, ouais, il n'y en alors, a plus trop. il y a plus trop de pratiquants de Raid Aventure, enfin de compétition. Et Mhm. après, nous, dans notre situation, c'est un peu compliqué, vraiment investi dans le trail, d'essayer de bifurquer, d'aller Bien faire du sûr. Raid Aventure. On l'a fait un temps, et à un moment donné, on a dû délaisser les compétitions de Raid Aventure pour vraiment se consacrer au trail. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à les performer un peu plus. Donc Mhm. maintenant, ouais, c'est un peu compliqué de revenir un peu en arrière. Mais on y reviendra, c'est sûr et certain, on reviendra faire du raid. Ça, c'est indéniable. Moi, j'aime bien comprendre l'environnement familial quand vous étiez enfant. C'était un environnement sportif ou absolument pas? Alors, pour revenir à la présentation de Sébastien Camus, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, il n'était pas très sportif. Vraiment pas très très sportif. Pourtant, il avait un père qui était grand fan de course à pied, qui courait quasiment tous les jours. Plus sur route, hein, il connaissait pas le trail, hein, mais Mhm. voilà, très 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 attiré par la course à pied. Il avait un frère qui pratiquait aussi pas mal le sport et qui se débrouillait plutôt bien. Mais par contre, ouais, Sébastien, il était pas très fan de sport et j'étais même pas, enfin, pas très bon. Et c'est ce qui me donnait pas plus envie de ça à en faire. J'ai eu quelques aventures en course à pied au travers des compétitions pour enfants sur les courses de mon père, mais Mhm. ça m'a jamais vraiment attiré. Au contraire, sincèrement, c'était plus des situations qui m'écœuraient de l'activité. Et ouais, vers 16 ans, je découvre le vélo, le VTT, sur une pratique plutôt utilitaire. J'allais travailler en vélo, donc Mhm. je faisais mon petit job d'été, je me déplaçais à vélo. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir l'effort d'endurance qui m'a fait muter, hein, qui a complètement changé ma vie. Et à partir de là, voilà, je me suis passionné et ça m'a permis de découvrir. Et en fait, j'ai découvert une passion pour la nature et l'évasion que ça me procurait d'être en pleine nature. Et, euh, et ouais, le VTT m'a énormément servi dans ma vie et ça a été un grand guide pour moi. Et voilà, je démarre par le VTT, j'ai commencé à découvrir le truc. Je fais un peu de vélo de route pour essayer de m'améliorer en VTT, mais toujours en gardant en focus le VTT. Et voilà, l'histoire de l'effort d'endurance démarre là. Et petit à petit, bah, tu passes tes étapes, hein, C'était et quoi t'évolues, comme, t'évolues, comme t'évolues. type d'effort que tu faisais en VTT, plutôt des formats longs ou des courses assez rapides? C'était cross-country. J'ai jamais été rapide dans Hmm. aucune discipline, mais vraiment jamais été rapide. Mis à part en vélo de route où j'avais une capacité sur les fins de course en sprint, Mhm. où il fallait vraiment puncher.
Mais sinon, après, j'ai jamais été un coureur rapide, j'ai jamais été un cycliste rapide. En VTT, j'ai jamais performé parce que c'était relativement court et je me sentais plus à l'aise sur des efforts de longue durée. Tu vois, quand on allait s'entraîner au club, moi, le club, il était à une vingtaine de kilomètres de la maison. Donc 15-20 kilomètres. Je partais de la maison, j'allais au point de rendez-vous du club, je faisais la sortie de club et je revenais. Mhm. Et quand tu as 17-18 ans, tu commences à faire tes armes là-dessus et c'est pas mal quoi, parce que ça me faisait des grosses distances et ça me faisait pas peur. En revanche, voilà, monter en acidose, vraiment en intensité, j'ai jamais, enfin physiologiquement, j'ai jamais réellement accepté. Et c'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui en trail, je vais plus avoir un profil d'ultra endurance plutôt Tu que. l'as senti dès le départ, en euh, fait, que tu étais plus fait ouais, pour le ouais, long. ouais. Ah, complètement, complètement. Dès le début, j'ai senti. Enfin, c'est surtout un inconfort Mm. dans le lactique pur Mhm. et ouais, un réel plaisir dans l'effort de longue durée. Ah, je finis une grosse sortie d'entraînement longue, je vais être waouh, je suis enfin, beaucoup plus zen, bien. Je vais beaucoup mieux l'accepter que si je vais aller me faire une séance sur piste. Enfin, je vais même plus sur piste parce que ça me correspond pas du tout. Donc, ouais, non, je suis beaucoup mieux sur du long. Beaucoup mieux. J'aimerais revenir pour comprendre un peu mieux qui est Sébastien. Tes premiers pas, alors tu as choisi quel type de formation et au niveau de l'adolescence, tu comptais devenir quoi et c'était quoi tes rêves? J'ai, c'est assez j'ai eu une formation scientifique. J'étais très enfin, je suis toujours même, c'est toujours d'actualité parce que je suis toujours en veille sur les actualités scientifiques. J'ai tout ce qui touche à la nutrition, à la physiologie. Ça m'intéresse énormément, donc je continue à me documenter, à apprendre des choses là-dessus. Donc ouais, j'avais une formation scientifique. Il y a juste, enfin, je pense que j'aurais pu travailler là-dedans, enfin, étudier là-dedans, mais il y a juste eu, à un moment donné, comme je le disais, cette passion pour le sport qui s'est découverte vers 17-18 ans, qui a fait que post-bac, bah, j'ai sauté sur une formation universitaire à l'UFR STAPS dans le domaine du sport et m'étant passionné là-dedans, voilà, j'ai décidé d'aller d'aller me former bah voilà, en physiologie du sport et tout ce qui touche à la pratique. Et au départ, j'étais parti là-dedans sur une formation où je pensais m'orienter vers prof de PS. Et en fait, après, ça a dérivé sur une maîtrise d'entraînement sportif, Mhm. préparation physique, avec une spécialisation en nutrition sportive. Et, et voilà, j'ai fait mon post-bac Donc tu étais en STAPS dans la physiologie. dans les Alpes-Maritimes? Stapsalis, ouais. À Nice. D'accord. Stapsalis, ouais. Ça a dû être de belles Et années, ça. après, c'est des années qui sont passées très vite, très chargées. Entre le sport, Très la... chargées, pleines d'expériences. Mm. Ouais, parce que j'ai goûté à pas mal d'activités autres que mes domaines de prédilection. Et ouais, non, c'était vraiment sympa. Donc tu es... Après, si je ouais. devais le refaire, je sais pas si je referais Staps. Ah, tu peux nous en dire plus? Bah, ouais, ce que je disais, enfin, aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein, quand tu as 40 ans, tu refais un peu ta vie. Et ouais, je serais tenté de, je sais pas, c'est un genre de, j'aurais aimé soigner, aider au bien-être des gens. Donc soigner, je sais pas si c'est forcément soigner, mais tu vois, un profil de pratiquant naturopathe, Mhm. ostéopathe, fait quelque chose dans ce style. Mon frère est ostéopathe, D'accord. donc je suis enfin, très touché par ce métier. Mais ouais, j'aurais aimé. Et je sais pas si c'est pas encore d'actualité, hein, parce que je m'imagine
très bien attaquer une formation en naturopathie pour, justement, bénéficier de toute l'expérience que j'ai, de ma connaissance du corps humain et toute mon approche naturelle pour justement offrir ces conseils-là à d'autres personnes qui seraient amenées à être intéressées par cette voie-là, qui est beaucoup plus naturelle, qui est basée sur le préventif plutôt que sur le curatif. Là où la notre médecine traditionnelle va soigner les maux, d'aujourd'hui, mais enfin, moi, je le vois par expérience. Tu vas avoir un médecin, tu vas payer 25 € de consultation, tu passes 6 à 7 minutes dans le cabinet, il sait pas qui tu es. Enfin, un naturopathe, ça va être première consultation à peu près 1 h 30, 2 heures. Il faut savoir qui est-ce que tu as en face de toi. Et avec une vision beaucoup plus holistique, générale. Et ça, ça a vraiment été une découverte pour moi. Et ça, ce type de pratique, toutes ces médecines naturelles, la médecine chinoise et ainsi de suite, c'est des pratiques que j'ai découvertes au travers de mon activité physique, notamment dans ma pratique sportive, parce que j'ai toujours eu à cœur de prendre soin de mon corps de façon naturelle. Et bah voilà, tu cogites, tu as des mots hein, dans ta pratique, faut pas se mentir, hein, ça peut être pathologique, hein, tu peux te blesser, et à chaque fois, bah voilà, tu cogites, tu as des personnes qui vont t'inspirer aussi dans ces domaines-là parce qu'ils sont déjà pratiquants de médecine naturelle et tu t'y mets, et tu découvres qu'au final, bah, la nature, elle est magnifiquement construite, faite, elle nous apporte, je pense, quasiment tout ce qu'on a besoin et voilà. Et donc bon, c'est très philosophique et c'est un peu compliqué d'en parler en 5 minutes, Non, mais mais voilà. si tu veux bien, C'est on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure sur cet aspect-là qui est avec très important plaisir, pour ouais. toi. Mais Mmh. j'aimerais d'abord qu'on termine un petit peu la partie euh, formation et premier pas professionnel. Donc tu sors de STAPS et tes premiers pas pro, c'est quoi? Je rentre dans un centre de formation pour jeunes, c'est un sport-études, à Nice, en cyclisme. Mhm. Et à partir de là, on crée un pôle espoir cyclisme, donc les jeunes qui sont aux portes de l'équipe de France en VTT et vélo de route. Et on les amène à avoir un projet sportif en parallèle d'un projet scolaire. Et on les accompagne pendant plusieurs années là-dedans. Euh, la situation, on va dire, salariale, enfin, c'est un peu compliqué. Ça, c'est difficilement stabilisé pour moi. Donc, au bout de 4 ans, j'ai pris la décision de me reconvertir. J'ai toujours eu cette fibre pédagogique. J'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours aimé transmettre. Ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à la naturopathie et tout ce que j'ai comme connaissance. Mhm. Et donc, j'ai essayé d'être instit. Donc, pendant un an, j'ai réussi à rentrer à l'UFM. Je fais le cursus de formation. Malheureusement, ça aboutit pas. Euh, pour des raisons qui me paraissent encore difficiles à accepter, mais bon, c'est Ça, la ça, vie et des fois, ça aboutit pas pour quelle raison? Enfin, ouais, j'ai enfin, enfin, des raisons qui. Ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport au fait que j'ai voulu être, enfin, j'ai voulu être un peu différent, proposer des choses un peu différentes à l'éducation nationale mhm. dans différents cursus de formation. Je prends, enfin, ne serait-ce que mon domaine de prédilection qui était le sport. J'ai présenté des sujets, notamment en endurance, parce que c'était le thème sur lequel on nous interrogeait, qui était un peu orienté de façon ludique, et ça n'a pas forcément plu. Et tu étais à Et l'UFM pour être institut en école primaire ou oui, en école primaire. exactement, Ouais. exactement. Ouais. Et donc ton Et approche un après, petit bon. peu généraliste n'a pas forcément convaincu quoi. Non, et puis, je me suis rendu compte que tu suis un cursus de formation, tu présentes ce que tu vas présenter au concours, donc tu réussis les écrits, tu n'as plus qu'à passer à l'oral. Je veux dire, mon discours, il était ce que je présentais à l'oral et je l'avais travaillé en cours, donc j'avais des formateurs à l'UFM qui avaient suivi ma présentation, hein, qui te la valident. Donc à partir de là, tu te dis, bon, bah, c'est validé à l'UFM, c'est validé par des enseignants, j'ai plus qu'à le présenter à l'oral, ça devrait passer. Et en fait, bah, ça passe pas. Ça passe pas
Enfin, j'ai essayé 2 fois de suite et 2 fois de suite, j'ai vu que j'étais pas dans les clous, donc j'ai dit: «Bon, Mmh. bah, je suis pas fait pour ça, hein. Je suis pas fait pour, le système de concours». Comment tu te, positionnes par rapport à ces échecs? J'estime que la vie m'a offert des, opportunités, heu, je ne saurais pas comment le définir, mais, ouais, la vie m'a dirigé vers quelque chose et il y a eu des opportunités pour moi, j'ai su les saisir au bon moment et ça en faisait partie. Il fallait pas que j'ai ce concours, je l'ai pas eu. Mmh. J'ai des amis qui ont eu le concours, et qui aujourd'hui me racontent ce qui est réellement le métier et je pense que j'en aurais été dégoûté. J'avais ma vision quand je parle de reconversion parce que, ouais, aujourd'hui, j'ai fait un choix d'être professionnel et demain, il va falloir que je prépare une reconversion et je me mets à rêver donc d'être naturopathe, mais aussi je me mets à rêver d'être enseignant, d'être instit, mais je pense que j'ai plus un profil d'enseignant dans une école enfin, d'une Ouais, école type Montessori ou Montessori, une oui. école un Mmh. peu, Basé sur ouais, complètement l'expérience plus que différente. sur le cadre. Ouais, 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 et puis complètement différente, complètement. Et je me revois à ce concours et je me revois passer ce concours avec des personnes qui n'avaient pas du tout la fibre pédagogique, mais pas du Mmh. tout, qui n'avaient pas du tout le contact avec les enfants. Enfin, j'ai fait des stages de formation avec eux, hein, et je me retrouvais avec eux. Je me dis, mais pourquoi tu passes le concours? Ah, parce que j'ai une licence et je sais pas quoi faire, je vais passer le concours. Je dis, mais ça te plaît pas? Pourquoi tu passes? Bah ouais, mais il me faut un métier. Et là, ça m'a choqué parce que je me suis dit, waouh, c'est des gens, ils vont peut-être avoir le concours, ils vont peut-être enseigner pendant Par 10 défaut. mois à mes futurs enfants, par défaut. Mmh. Et là, ça m'a choqué et fatalité, c'est des gens qui ont réussi le concours parce qu'ils étaient formatés pour ce type Parce qu'ils rentraient dans le cadre. d'examen. Ils rentraient dans le cadre et ils ont réussi. Et moi, je me suis dit, waouh, quand j'ai vu la liste, je dis, mais c'est pas possible. Je pense que c'est un métier que tu fais par vocation et Mmh. enfin, faut Ah avoir mais la c'est fibre clair, enfin, c'est quelque chose c'est clair. de profond et je me dis, waouh, et je me dis, mais c'est pas anecdotique parce qu'ils étaient plusieurs, ils ont réussi. Je me dis, mais moi, demain, j'ai mes enfants ils ont mes enfants dans leur classe, mais c'est un choc pour moi parce que je me dis, ils vont passer un an avec des personnes Heu, en fait, ce qui se passe pour revenir un peu à la genèse de tout ça, c'est, qu'en gros, je pense que dans une vie, on est marqué par des gens qui nous ont enseigné quelque chose. Mmh. Il y a toujours, dans tous les profs qu'on a eu dans notre vie, il y a bien une, 2 ou 3 personnes qui: «Ah ouais, lui, il était bon. Lui, il était bon, il était vraiment bon» et c'est ces gens-là qui m'ont inspiré et c'est ces gens-là et c'est ces situations-là qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis, dit: «Moi aussi, je veux être comme eux. Je veux avoir le même impact qu'ils ont eu sur moi». J'ai eu des profs qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont inspiré. Je suis allé aux États-Unis en 95, j'ai découvert un mode d'éducation j'ai été subjugué, j'étais Ça émerveillé, m'intéresse émerveillé. Sébastien, ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, la différence d'approche? C'est quoi, quelles sont les principales, différences fondamentales entre, eux et nous sur cet aspect? Alors je sais pas si c'est généralisé. Moi, j'étais peut-être dans un lycée un peu particulier quand j'étais à San Francisco. Je me retrouve dans une salle, tu pas de table, avec des chaises, classiques en randonnion, alignées. Je me retrouve à une genre de tu avec un genre de tabouret, un genre de comptoir de bar. Enfin, tout le monde est installé un peu partout dans une pièce. Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et là, je vois rentrer un type, une cinquantaine d'années, claquettes, petit t-shirt, et on l'écoute pendant 1 heure. Le type parle pendant 1 heure et il y a pas un mot et on boit toutes ses paroles. Et là, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? On fait quoi?» Et en fait, on était en train de faire un cours. Mmh. Et là, je te promets, je suis sorti de là, je m'en rappellerai, tu vois, ça me met encore les frissons et je me dis: «Waouh, ils ont ça tous les jours». Et toi, tu reprends ton avion, tu reviens en France et tu te retrouves dans ta salle avec, tes chaises, tes mauvaises chaises, tes mauvaises tables. Donc à une liaison,
ton Ah, agenda. mais en plus, je te promets, tu t'allais d'une salle, c'était même pas d'une salle, c'était des genres comme des petites enfin des petites maisons un peu parsemées un peu à gauche, à droite. Et tu te retrouves tu passes à travers les arbres, dans des genres de forêts, tu vas d'une classe à l'autre, et en fait, tu te dis non, en fait, je vais d'un endroit à l'autre. Enfin, c'était fabuleux. Et pour Franchement, quelle c'était raison une tu étais aux expérience. États-Unis pour suivre ces cours-là? C'était un échange scolaire classique, enfin, Mhm. le truc bateau, hein. Et ouais, ça m'a marqué. Je me dis, mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi? Enfin, c'est exceptionnel. Et tu te dis, mais moi, je veux ça au quotidien. C'est génial, quoi. Moi, je peux faire enfin, si c'est ça, je vais à l'école jusqu'à 40 ans. Mais bon, non, non, juste pour, enfin, c'est peut-être utopique, mais juste pour dire que voilà, il y a et puis en parallèle, quand tu as des profs qui sont fabuleux en termes d'enseignement, en termes de pédagogie, qui t'inspirent, et tu te dis waouh. Et donc, bon, j'en parle rapidement parce que certainement on y reviendra. Et au final, donc j'essaie de reprendre un peu le fil de mon historique post-bac. Donc, je loupe ce concours. J'ai une opportunité de rentrer dans un centre de formation. Donc, tu vois, ce côté un peu pédagogique, je vais pouvoir l'entretenir. Et là, voilà, je rentre dans un centre de formation et, euh, et je peux expérimenter un peu tout ce que j'avais imaginé. Et je me retrouve à faire dans des situations parfois difficiles, mais bon, je me retrouve à faire des cours qui sont assez compliqués face à un public pas forcément facile. Mhm. Et, euh, et j'arrive à capter l'attention de jeunes en difficulté sur des sujets très compliqués. Et là, c'est un épanouissement total. Et là, je dis, ouais, j'ai réussi. C'était un centre de formation sur quoi? C'était quel domaine? En fait, moi, j'avais des cours en physiologie, Mhm. anatomie, physiologie. J'avais différents cursus de formation. C'était des formations du ministère de la Jeunesse et des Sports pour former différents jeunes. Il y avait des brevets d'État, mais il y avait aussi des jeunes qui préparaient un concours, même pas un concours, un diplôme d'animateur ou autre. Et quand tu dois c'est des jeunes parfois en difficulté qui sont sortis du système scolaire, qui n'ont même pas le brevet des collèges. Ils arrivent là en classe. J'avais aussi des préqualifications, c'est des jeunes vraiment très très en difficulté. Et là, tu dois leur faire des cours de physiologie. Donc tu te dis, waouh, quand je vois le programme, je dis, ouf, ça va être chaud, quoi. Va leur expliquer le corps humain, va apprendre le squelette, enfin des trucs. Ok, challenge, challenge. Et là, quand tu arrives à animer des cours d'une certaine façon et leur offrir du contenu qu'ils arrivent à absorber, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est un gros challenge et quand tu y arrives, tu te dis, bon, ben, si tu arrives à tourner ta présentation d'une certaine façon, ça marche. Ça marche. Et moi, je voyais, j'avais des jeunes, il y a des moments, je devais faire des cours de français, des cours de mathématiques, parce que c'était vraiment du niveau compliqué. Mhm. Et c'est juste leur. Si tu veux, il y a une forme de blocage psychologique pour ces jeunes-là. Mathématiques, tu leur alignes deux chiffres, non, c'est pas bon, je suis nul là-dedans, je veux pas en entendre parler. Non, attends, on va essayer de moduler le truc, on va te le présenter un peu différemment. Voilà, tu mets une situation autour de tout ça, tu essayes de gommer, de cacher un peu les chiffres, et tu te rends compte qu'en fait, le gamin, c'est juste un blocage qu'il a. Faut trouver la clé. Et ouais, c'est ça. Et tu sais, tu as tellement d'outils qui sont à ta disposition. Déjà, tu animes ton cours différemment, tu essaies d'être debout, d'avoir une prestance, Mhm. tu essaies d'animer quelque chose, et tu les fais interagir. Moi, les gars, les jeunes, ils notaient quasiment rien. Hop, tac, tac. À tout moment, tu peux les interpeller, donc ils sont toujours sur le qui-vive. Et toi, tiens, hop, toi, là, hop. Tu essaies d'être dynamique dans ta salle de cours, dans ton intervention, et là, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, j'ai expérimenté pendant quelques années ça. Et, Un kiff et total. après, bah, ouais, enfin, des fois, c'était pas facile, Ouais, j'imagine. mais ouais, il y a des fois où tu sens que tu es dans le move et ça passe. Et Mhm. c'est surtout le regard de ces jeunes-là. Quand tu sens ils sont attentifs et qu'ils te suivent, waouh, là, c'est cool. Là, c'est cool. Et une fois que tu as expérimenté
Le centre de formation, tu fais 4 ans, tu dis? Tu pars pour quelle raison? Non, là, non, là, c'était après avoir tenté le concours de l'UFM Mmh. que j'avais manqué. Donc là, je passe 10 ans dans ce centre de formation. D'accord. 10 ans, enfin, j'avais différentes fonctions. C'était sur une base associative avec différents pôles d'intervention et moi, il y avait notamment le pôle de formation. Mmh. Et pour quelle Mais, raison ça s'arrête? il y a eu beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Euh, bon, après, moi, c'est là où, tu vois, la vie fait que il y a beaucoup de choses qui s'emboîtent. Il y a eu un changement de politique nationale sur différents projets. Mmh. Et vu que c'est un système associatif, les financements ont été coupés sur différents pôles, ce qui fait qu'à un moment donné, l'équilibre financier de la globalité se faisant plus, le système n'était plus pérenne et ils ont décidé de clôturer l'association, alors qu'il y aurait eu la possibilité de perpétuer, de continuer la base la base formation, purement formation, pas tourisme, événements. Enfin, il y avait différents secteurs. Et voilà, et c'est là où j'ai mon opportunité de dire bon, pro, pas pro. Et je saute sur l'occasion. On revient un petit peu en arrière, flashback. Hem, Toute la période avant où tu prends, avant de prendre la décision de devenir pro, parce que j'imagine que ça va être le cas à ce moment-là, toute la période qui est avant, tu as comment dire? Tu as quelle vie sportive? Comment tu arrives à mener, ton activité professionnelle, ta vie privée et les événements sportifs auxquels tu participes? En gros, pendant 6 7 ans, je suis semi-professionnel parce que je gagne ma vie dans mon côté salarié. Et après, je gagne aussi une partie de ma vie dans mon activité sportive. Sauf que ça, c'est un jeu de Tetris du matin au soir. Tu joues à Tetris tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au soir. Et à chaque fois, tu rajoutes des briques. Au début, tu as ton boulot, ton sport, ta femme, ta vie sociale. Et après, à un moment donné, tu rajoutes la brique de ton premier enfant. Tu rajoutes la brique du deuxième enfant. Tu vois, tu te rajoutes plein de choses. Et là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Le Tetris, il est en train de se complexifier et ça s'accélère, ça s'accélère. Et à un moment donné, tu choisis les priorités dans tes briques. Et moi, là, comme je le disais en introduction, les briques familiales sont des briques prioritaires. Passer à côté de la vie de mes enfants, négatif, ça je veux pas. Et donc c'est très compliqué d'articuler tout ça. C'est des journées à rallonge, des semaines à rallonge. Et après, tu as du mal à venir imbriquer une petite brique sociale, tes potes, tes soirées, tes trucs. Et tiens, il faut aller donner un coup de main à un tel, tiens, il faut aller voir tes parents. Et donc là, tu te dis, attends, là, je fais peut-être trop de choses. Je fais peut-être beaucoup trop de choses. Et à un moment donné, il faut aussi que j'arrive à générer des cases vides où je prends du temps pour moi. Et donc, voilà, il y a cette opportunité de se dire, bah, et si j'enlevais cette case salarié et que je devenais indépendant, je pourrais mixer mon emploi du temps comme je veux, je peux travailler d'où je veux, et tu rentres vraiment dans le statut que j'appelle enfin, le statut libéral où tu découvres ce que c'est que la liberté, réellement. Et là, c'est parti, quoi. Comment Et là, en tu fait, comment tu la tu, découvres la tu... liberté, Mais en fait, t'as plus de compte. Enfin, tu vis avec 5 semaines de liberté par an, tes 5 semaines de congé, 2 jours par semaine, ton samedi et ton dimanche, dans un standard classique hein, de Mmh. salarié. Et en fait, tu rentres dans ce fonctionnement et c'est très compliqué d'en sortir parce que tu es formaté là-dedans. Tu dis, voilà, vendredi soir, je profite, j'ai mon samedi, j'ai mon dimanche. Enfin, t'es formaté, tu as ces 5 semaines de congé. Tout le monde fonctionne comme ça. Sauf que quand tu deviens indépendant, t'as, tu touches au libéral, à la liberté 2, et là, tu choisis. Ah, tiens, là, je vais travailler. Tiens, là, j'ai envie de prendre du temps pour. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais tu as un enfant qui est malade. T'es salarié, ta femme est salariée. Ah ben ouais,
Il faut te justifier d'avoir un enfant malade auprès de ton employeur et tu sais même pas comment tu gères le truc. Tu prends des jours de congé, des trucs. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Tu rentres dans un truc où tu as un problème dans ta famille, tu peux pas te déplacer. Enfin, il faut tout justifier. Et puis là, tu commences à grappiller sur tes jours de congé, mais tu n'en as déjà pas beaucoup. Mais moi, au final, je vais voir ma famille, je prends un train, je suis dans un train pendant 3 heures, je peux bosser. J'ai mon PC, je me fous sur mon PC, je travaille, je peux travailler d'où je veux. Si j'ai pas envie de travailler, que il faut que j'aille m'occuper de mes enfants, je le peux. Enfin, tu rentres dans un truc où c'est intense parce que tu vois, il y a des moments où c'est tout bête, mais là ils sont trop grands, mais avant j'emmenais mes enfants à vélo à l'école. J'avais un Wii U, c'est un genre de carriole où tu as deux enfants l'un derrière l'autre, et je les emmenais à l'école à vélo, je les déposais, je revenais. Et une fois en revenant, j'ai eu le déclic, je dis, putain Seb, tu te rends pas compte, t'es en train de vivre un rêve. Mm. T'aurais été dans ton bureau sur ton PC 8h32, en train de taper sur ton ordinateur pour faire ton boulot, ton truc, ton machin. Je dis, ouais, je rêverais d'emmener mes enfants à l'école à vélo, de rentrer. Et en fait, là, j'ai eu le déclic. Je dis, mais en fait, tu es en train de vivre ton rêve, quoi. Tu t'emmènes tes enfants à l'école à vélo, tu reviens, tu bosses de chez toi. Tu confirmes. Voilà. Je, j'ai une vie métro, boulot, dodo, sauf qu'il n'y a pas de métro, mais je comprends tout à fait ce dont tu parles et je travaille pour que ce rêve dont tu parles puisse être un jour réalité pour moi, en essayant de me construire ma liberté. Et c'est vrai que c'est un rêve que je C'est, souhaite atteindre un jour. ouais, c'est très très bien. Et si tu veux, moi, j'ai eu le sentiment que ça faisait effet boule de neige. Parce que le fait de me libérer, intellectuellement, ça m'a permis de raisonner différemment. Mhm. Et là, ça fait effet boule de neige. C'est vraiment la spirale, ça s'accélère. Et là, tu te libères, tu réfléchis, tu as du temps pour réfléchir, tu as des projets qui naissent, qui se génèrent, et là, tu fais waouh! Et c'est là où lundi 8h30 jusqu'au vendredi 17h, 18h, t'es formaté dans ton truc, enfin, t'es coincé, quoi. Mhm. Et le week-end, bah, c'était jour de repos, quoi. Parce que les 5 jours de la semaine, t'es au taquet. Il faut que tu vives aussi, il faut que tu profites. Et moi, j'ai complètement muté. Après, il y a plein de choses hein, qui m'ont permis d'aboutir à ça. En fait, pour l'anecdote, j'étais un addict de la télé. Genre le mec addict, quoi. Je Mhm. crois qu'il y a les mecs qui se lèvent, qui allument leur première clope avant de se lever. Moi, je crois que la télé était allumée avant que je lève mes fesses de mon lit. Enfin, le truc, quand j'y repense, je dis comment j'ai fait, quoi. Donc vraiment addict, tu vois, le mec bien, bien tamponné, hein. Et j'ai mon premier qui arrive. Et là, je sais pas comment je fais, je prends de la hauteur par rapport à la situation. Je dis, attends, tu vas avoir un enfant, tu peux pas l'éduquer devant une télé, c'est pas possible. Et il faut absolument que tu te désintoxiques de ce truc parce que tu vas rentrer le soir, tu auras fait ta journée de boulot, tu seras certainement entraîné entre midi et deux, tu auras fait sauter le repas, enfin le truc classique quoi, que j'avais avant. Tu arrives à la maison, tu es KO technique, tu es crevé. Le premier truc que tu vas faire, c'est foutre ton gamin devant la télé pour que toi, Mhm. tu puisses avoir le temps de récupérer. Et ça, je me suis dit non, il faut t'imposer un système où c'est pas possible. J'ai pris la prise de prise électrique de la télé, j'ai débranché et j'ai dit plus jamais je la rebranche. Mais comme le mec, comme je te disais, pour faire le comparatif avec le Qui gars qui fume une fume clope, et qui décide qu'il qui écrase son fume sa paquet de dernière clope. cigarettes, il dit je fumerai plus jamais. Ah ouais. Et à partir Hallucinant. du moment où je fais ça, ça a été. Ah, mais j'ai muté aussi, pareil. En un an, j'avais lu plus de livres qu'en 30 ans de ma vie. Ouais. En un an. Et là, tu vois que la lecture t'amène une culture incroyable. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion d'écouter une interview et je sais plus qui en parlait, mais je crois que c'est Dupontel ou un autre, je sais plus qui. Toujours est-il, il disait, c'est pas les enfants intelligents qui lisent,
C'est les enfants qui lisent qui deviennent intelligents. Mhm. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai dit waouh. Et ça m'a mis en parallèle toutes les connaissances que la lecture m'a permis d'acquérir. Toujours est-il pour revenir au fait que d'un moment donné dans ta vie, il y a des changements qui apportent énormément de choses. Et ça, honnêtement, ça a été un gros changement dans ma vie. Je te coupe, Sébastien, mais qu'est-ce qui t'a permis de devenir libre, entre guillemets, professionnellement, hormis le fait que tu étais payé sportivement? Tu avais une activité à côté de ça? J'ai développé pas mal de choses, hein. Je veux pas dire qu'aujourd'hui, je suis payé que pour faire des résultats, hein. Mhm. J'ai développé beaucoup de choses, hein, du développement produit. J'ai des connaissances dans les techniques, dans les produits, qui fait que voilà, c'est un savoir. Je veux dire, je pratique au quotidien, donc je veux dire, une paire de chaussures quand je la mets, enfin, il t'apporte énormément de données, de data. Enfin, c'est incroyable, hein, que ce soit ça, un sac à dos ou autre. Donc, je fais du développement de produit. J'interviens sur différents domaines, hein, des conférences, des meetings ou autres. J'interviens aussi sur des salons. J'offre mon expertise sur des salons pour certains de mes partenaires. Bah, tu multiplies un peu tous tes pôles d'activité et à la fin, voilà, tu as un package qui te permet d'être autonome et de pouvoir dire que voilà, tu es professionnel du sport en général. Mhm. Du sport en général, mais voilà, je suis pas aujourd'hui payé exclusivement pour courir. J'essaye voilà, de développer plein de choses autour. On va revenir plus à l'aspect sportif de ta carrière, et notamment avant que tu signes professionnel. Euh, Mhm. à quel moment, ça dure combien de temps déjà la période où tu fais du trail ou de la course à pied, tu performes et que tu n'es pas encore professionnel? On va dire que j'ai vraiment débuté le trail 2008. Ouais. 2008, je me dis, bon, allez, on essaie de vraiment se mettre au trail. Tu te rappelles de ton premier souvenir de course? J'ai un certain Philippe Cordero, qui est un grand ami à moi, qui va sourire certainement quand je vais lui parler de mon premier trail des Balcons d'Azur. Euh, Ça a été une expérience un peu particulière. J'ai eu un petit problème à un point de ravitaillement, une jonction. J'ai été, pour ma part, mal aiguillé. Et pour sa part, j'ai été distrait. Mais bon, chacun aura sa version de l'histoire. C'est une question de point de vue. Ouais, non, en toute honnêteté, là, je suis plutôt du genre assez franc. Là, on m'a vraiment envoyé sur le mauvais parcours. Mais bon, là, par contre, voilà, j'en veux à personne, surtout pas aux bénévoles, parce que le type, il vient passer son dimanche C'est clair. pour toi, quoi. Il vient passer son dimanche, bon là, pour la peine, c'était en plein cagnard, mais le mec, il a autre chose à foutre, hein, et donc tu peux pas lui en vouloir parce que bah, il a pas compris que tu étais pas sur le bon parcours. Enfin, il m'avait envoyé sur le mauvais parcours. Toujours est-il, j'ai dû faire quelques demi-tours, de retour, de machin. Ça a un peu rallongé mon parcours, mais ouais, ma première expérience était un peu compliquée. Mais, mais, j'ai réellement trouvé un plaisir incroyable dans la pratique du trail. Et, euh, et ouais, voilà, ça a été un déclic, vraiment un déclic pour moi. Et je me dis, ouais, là, il y a quelque chose quand même. Et Même tu, dans la galère de m'être planté au machin et ainsi de suite, revenir, les sensations que j'ai eues étaient vraiment très agréables pour moi. hormis cette Et à course, partir de là, je me dis, allez, on essaye. tu pratiquais le trail pour t'entraîner, ou comment ça se passait? C'était la première fois que Ouais, je tu... pratiquais le trail pour m'entraîner parce qu'à l'époque, on faisait du raid d'aventure, donc je faisais Mhm. le trail pour m'entraîner parce que je voulais être un peu meilleur en course à pied parce que j'étais vraiment nul en course à pied, j'aimais pas ça et au final, à force de pratiquer, bah, tu trouves un certain plaisir. C'est ce qui est paradoxal avec la course à pied, c'est que tu démarres, je ne connais pas une personne qui me dit ouais, j'ai démarré en courant et j'ai adoré. Ah, Quand c'est tu clair. démarres, tu souffres. Enfin, tu parcourir, c'est une horreur quoi. Et t'as les œillères qui se forment là, qui voient plus rien, tu souffres, t'as mal de partout, tu ventiles comme un malade. T'arrives, t'as des courbatures, tu te dis, c'est quoi ce truc, quoi? Moi, je me rappelle la première fois où je suis parti courir, je faisais du VTT, je vais faire 8 km, je suis rentré, mais j'ai pris les godasses, je les ai jetés. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mon père court tous les jours, mais comment il fait? Il est complètement maso. Et pendant je sais pas combien d'années, j'ai pas recouru hein, derrière.
dis, mais c'est un truc de dingue. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal avec la course à pied, c'est qu'à un moment donné, tu passes un genre de déclic, et là, paf, tu commences à prendre plaisir. Tu commences à avoir des sensations. Tu commences à vivre l'activité, plus la subir. Et, c'est ouais, et ça c'est très particulier à la course à pied. Et c'est pour ça que je pousse toujours les gens à essayer de se lancer dans la pratique, mais de façon très progressive. Très progressive. Pour justement passer les paliers un par un et monter progressivement vers le plaisir que peut apporter la pratique. Mais... Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure aussi pour rentrer plus en détail sur cet aspect-là. Je voudrais revenir sur donc les quelques années qui précèdent le moment où on te propose de devenir professionnel. Donc tu fais ce premier travail au Balcon d'Azur. Tu as le déclic, tu te dis c'est mon sport, je me régale. Les années qui suivent, comment ça se passe? Tu performes, tu progresses, dans quel état d'esprit tu es? 2009, mon frère et un ami partent sur la CCC. Donc 2008, je découvre l'UTMB aussi. Hein. C'est une année un peu particulière pour moi. Je vais à Chamonix. J'étais sur un événement, je fais la promotion de l'événement. Je découvre Chamonix et je découvre surtout le Mont Blanc. Je me revois me poser là sur le bas de Chamonix, voir ce Mont Blanc. Je fais waouh, oh le truc énorme. Ah, il est majestueux. Enfin, je suis transpercé. C'était incroyable. Je m'en revois encore ce moment-là. Je revis ce moment-là. C'était fabuleux. Et 2009, mon frère décide de faire la CCC dans une souffrance assez avancée. Et 2010, je dis allez, moi aussi je vais essayer. 2010, j'essaye la CCC. Et là, j'ai mon frère qui fait une performance incroyable. Il fait deuxième de la CCC. Et là, enfin, l'UTMB, c'est un événement unique. Il est vraiment unique parce qu'il y a une ambiance autour de l'UTMB. Tu viens à l'UTMB pendant une semaine. À chaque fois que je vais à l'UTMB, c'est pendant une semaine. Et tu vis quelque chose de très très particulier. Que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que simple spectateur, il y a quelque chose. Et là, je le sens. Et à partir de là, je vis une CCC pas très simple, mais je dis, ah, non, mais là, je sens qu'il y a quelque chose. Je fais 21e, je crois. Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et à partir de là, je dis, bah, allez, chaque année, ça sera mon objectif de l'année pour essayer de progresser. Et là, je fais 21. Ensuite, je crois que je fais 13, 7, 4, 2. J'ai fait 5 fois, il me semble. Il faut que je me replonge là-dedans, ça commence à dater. Mais voilà, j'enchaîne et chaque fois, je vois que je m'améliore jusqu'à ce que je fasse, en 2013, je fasse second de la course et que je vis un des plus beaux moments sportifs de ma vie. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'investissement et c'est fabuleux parce que c'est pas ça peut ne pas arriver, hein. Ça peut ne pas arriver, mais voilà, je vis une course du début à la fin qui est incroyable. Et je passe par des hauts, des très hauts, je passe par des très très bas aussi. Mais voilà, je me maintiens et à la fin, je passe la ligne d'arrivée en seconde position et je vis une arrivée dans Chamonix, mais incroyable. C'était en quelle année ça? 2013. 2013. Ouais, 2013, je passe la ligne d'arrivée à Chamonix, je dis non, mais attends, c'est un truc de dingue, quoi. Je pensais pas pouvoir. Non, c'est un truc de dingue. Et voilà. Et après, 2014, un peu plus compliqué parce que j'ai mon deuxième qui arrive et bon, voilà. 2015. Certainement l'apothéose de ma carrière avec la deuxième place à la Diagonale des Fous. Et puis voilà, quoi. Après, on enchaîne. 2016, l'UTMB, et ainsi de suite. On a vu que tu as parlé encore de nouveau de ton frère. À cette période-là, ton frère aussi est professionnel ou pas du tout? Non, Sylvain, il n'est pas pro. Hein. Il n'est pas du tout professionnel. Mhm. Il n'a jamais voulu passer le cap de s'investir réellement dans le professionnalisme de l'activité. Lui, il est ostéopathe, ça reste sa priorité et il pratique à côté.
Donc voilà, il a un statut semi-pro comme j'avais avant. C'est lui qui a commencé à se fixer des gros défis d'ultra comme ça, où tu l'as suivi? C'est lui qui a ouvert la voie? Ouais, alors je sais plus pourquoi, mais ouais, c'est lui qui a ouvert 2009 quand il se lance le défi de la CCC. Waouh, gros challenge quoi, 100 bornes à courir. Pour moi, c'était ah ouais, t'y vas franco là, hein, c'est pas rien. Mais voilà, ça a été, tu sais, t'es marqué comme le coup tout à l'heure quand je te parle du coup de la télévision. C'est mon ami René qui est dans le team avec moi qui m'a inspiré là-dessus. Je le voyais, il m'a inspiré d'oser prendre la prise, la débrancher. Et là, c'est pareil. Mon frère, il a osé se lancer sur la CCC, un gros morceau, hein. Et il m'a montré la voie. Et voilà, tu t'inspires de certaines personnes et ça te marque, hein. Quand tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, ouais, ça, c'est à cause de lui. Ou grâce? Ou grâce à lui, mais bon, la cause, c'était avec le clin d'œil. J'ai vu dans une des vidéos relatives à vos sponsors que vous partagez quelques sorties entre frères et pères là. Tu peux nous parler un petit peu de ces sorties que Ouais. vous partagez ensemble? Ça va être génial ça. Ah, ça, c'est très particulier. Alors, génial, je sais pas si c'est le terme, hein, parce que c'est la compète, hein. Ah, c'est la compète? Non, c'est c'est très particulier. Il faut savoir que, en fait, mon père, comme je le disais tout à l'heure, il était coureur à pied sur route, mais pas en trail. Et c'est nous qui l'avons amené à faire du trail. Et bah, progressivement, voilà, il a commencé à avoir un peu le pied montagnard et il a pu pratiquer. Et puis on s'est retrouvés à faire des belles échappées ensemble. Et on l'a amené vers un objectif faire la CCC pour ses 60 ans. Et ça, c'était fabuleux. Et ouais, non, on pratique souvent. Moi, quand je vais voir mes parents, que ce soit le trail, que ce soit le vélo, enfin, dès qu'on a l'opportunité, quand tu as un père qui est sportif, de sport d'endurance comme toi, tu cherches pas à savoir si il faut courir à telle vitesse, tu as tel type d'entraînement à faire ou quoi. Ça, tu le mets de côté, tu dis, allez, on va courir ensemble et tu profites du moment présent. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai modifié enfin, je me suis imposé de faire mes entraînements spécifiques alors que j'avais une opportunité d'aller courir avec mon père, mon frère, un pote, enfin, n'importe. Ça a trop de valeur. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup trop de valeur. Et ouais, Par... pour en revenir au fait de pratiquer avec tous les trois, bon, le petit clin d'œil, c'était le fait que c'est toujours la compète parce que ils sont tous les deux pareils. Mon père et mon frère, ils savent pas courir tranquillement. Comme j'ai envie de courir tranquillement, ouais. C'est là celui qui met le pied devant l'autre. Mais bon, on en rigole. On en rigole souvent. Pour en revenir à la CCC que ton père a fait, tu l'as accompagné, vous l'avez accompagné avec Sylvain ou vous couriez aussi? Ouais, on était sur l'UTMB tous les deux. Vous étiez sur le TMB. Donc, enfin, moi j'étais sur l'UTMB, Simon a été sur la TDS. Et mon père était sur la CCC et moi je courais sur l'UTMB donc j'ai pas pu l'accompagner Il a bouclé cette malheureusement. CCC? Mais bon, ouais, il a bouclé, il se fait son petit podium dans sa catégorie V42 ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est comme. Bah ouais, au master, il fait deuxième place en master de mémoire. Et non, il boucle son truc, enfin, c'est son challenge quoi. Chapeau le padré parce que c'était un sacré morceau, hein. Et puis c'est une inspiration, hein, notre père, hein. C'est une inspiration de détermination, de mental. Et ça on le renie pas, hein. On sait que quand faut serrer les dents, il nous a donné le bon exemple. Et en fait, lui, il a suivi, c'est rigolo comme contexte parce qu'il a rejoint ce que vous avez fait vous initialement, quoi. Vous, j'ai l'impression que la Tout à CCC fait. pour vous, elle était hyper importante. Et puis finalement, lui, Ouais, pour ses 60 ans, il s'est lancé le défi de faire ça. exactement. C'est exactement ça. La CCC a été notre course à Sylvain et moi. C'est marrant parce qu'on fait tous les deux la même place. Il perd, il est en tête jusqu'à quasiment l'arrivée. Il se fait doubler par un certain Xavier Thévenard, Mhm. un petit jeune, Un petit jeune du et coin. ouais, qui a pas mal marché derrière. Et moi, pareil, je fais deuxième de la CCC.
Et notre père, il fait deuxième de son podium. Il fait deuxième de sa catégorie. C'est Mais génial. enfin bon, c'est pas tant la place, mais c'est le fait que voilà, on a eu quelque chose autour de cette course. Et alors, le papa, il imagine un jour faire l'UTMB, la grande boucle ou pas? Non, Non. non, franchement. Là, cette année, il va faire l'OCC. Il est redescendu d'une catégorie. Il sera avec moi alors. Si elle a lieu, il sera avec moi. Excellent, excellent. Ouais, non, il a pas, il a plus, enfin, il a pas vocation à vouloir faire de l'ultra. Enfin, il a déjà vu ce que c'était que 100 bornes. Il a dit, ouais, c'est un sacré morceau, me rajouter 70 kilomètres derrière ça. Les gars, je vous les laisse, hein. Je viens vous faire l'assistance, je vous motive, tout ce que vous voulez, mais je vous le laisse. Il n'avait pas forcément envie de passer l'étape au-dessus. Au contraire, voilà, il passe sur l'OCC. Après, voilà, il y a différentes choses qui font que c'est très bien ce qu'il fait, c'est très très bien. C'est magnifique. Et il y a, enfin, faut pas forcément, enfin, il n'y a pas que l'UTMB. C'est clair. Il y a des belles courses comme la CCC, l'OCC, il y a plein de choses. Et ouais, c'est un sacré morceau l'UTMB, hein, ce que je dis à plein de gens qui me demandent des conseils, qui me demandent. L'UTMB, c'est un sacré morceau, hein. Enfin, l'ultra trail à titre général, hein. Tu sais, c'est un peu comme l'Ironman en triathlon. Ouais, je vais faire un Ironman. Ouais. Si t'as pas fait un Ironman, t'es pas un triathlète. Ouais, enfin, ok. Là, on est en trail, ouais, il faut faire de l'ultra trail. Ouais, attendez les gars. Déjà 100 bornes en montagne, enfin, c'est un sacré morceau de gâteau. 170, c'est encore autre chose. Et puis, il faut pas s'amuser à en faire 50 par an, hein, parce que C'est clair. tu te détruis. Hein. Faut pas se mentir. On en parlait d'ailleurs avec Julien Chaurier là, que j'ai reçu récemment. Pour lui, c'est hyper important ça, cet aspect, ce point de vue de dire que l'ultra, c'est pas forcément une fin en soi. On peut pratiquer le trail. Et moi, j'y tiens beaucoup à cet aspect-là de la pratique. Et je pense qu'on y revient un petit peu au Graal de l'ultra et des 100 miles. Je pense qu'aujourd'hui, notamment par le biais de certains formats un peu plus courts, on s'aperçoit que on peut s'éclater en trail sur des formats plus courts. Et on n'est pas obligé Ah, mais tu d'arrêter. t'éclates sur des formats plus courts. 99,99% du temps, tu fais du format court. Et c'est là où tu t'épanouis. Tu vas te positionner un ou deux objectifs par an, et s'il faut, tu n'arrives même pas à les terminer. Quel est le plaisir au bout de tout ça, tu sais pas. Ouais, c'est sûr que finir un ultra, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Faut pas, faut pas mettre de côté, voilà, la pratique du quotidien, la pratique en binôme. Il y a des courses en format binôme qui sont en train de pas mal prendre. Notamment là, on est en train de voir pour faire le one and one, notre cher ami Germain qui est Qu'on salue. organisé pas loin de chez nous, qu'on salue, euh, qui, euh, qui est un format que j'adore, moi. J'ai découvert ça en 2013, Trans Rockies aux US avec le frérot sur 5 jours. C'était fabuleux. C'est une course. J'ai adoré, quoi. Adoré. Et, euh, et moi, j'adore ça. C'est à deux, on a fait des duos de l'Ermitage, on a fait plein de. Enfin, c'est des formats qui nous correspondent aussi et dans lesquels le plaisir, honnêtement, à deux, c'est encore autre chose. C'est une autre forme de plaisir et t'es pas obligé de faire 170 bornes. Donc, non, il y a plein d'autres pratiques. Hein. Mais, On va je parler. pense que Vas-y, vas-y. le trail en général, c'est aller courir en pleine nature. Et puis c'est là où tu as une connexion avec Mère Nature et voilà, avec notre environnement réel qu'on a complètement perdu dans nos cités, dans nos villes urbanisées, bétonnées. Et moi, je le vois, j'ai plein de moments d'extase, d'inspiration quand voilà, je suis sur un sommet, je suis dans des odeurs, des sons, tu vois, il y a plein de moments où je suis surpris par voilà, des petits déclics de l'environnement en général. Et ça, pour le ressentir, il faut être connecté. C'est très spirituel, ils vont prendre pour un fou certainement, mais enfin, voilà, tant que tu l'as pas vécu, tu ne vivras pas au milieu d'un réseau urbain, bah, tu peux pas comprendre. On va parler un petit peu entraînement pour donner un petit peu alors pas forcément des conseils, mais des retours d'expérience, on va dire, euh, d'un athlète comme toi. Est-ce que tu peux nous donner
une semaine d'entraînement qui est pour toi optimum dans le cadre d'une préparation, on va dire, je vais te poser la question autrement, mais c'est quoi pour toi une séance d'entraînement optimum quand tu es en grosse préparation d'événement? Comment tu l'organises? Et que contient-elle surtout? En fait, moi, les grosses préparations, c'est généralement ce que j'appelle des semaines chocs. Bon, ponctuellement, ce que tu peux avoir, ça s'appelle des week-end chocs, mais idéalement, c'est nous, ce qu'on arrive à avoir, c'est des semaines chocs. Et à partir de là, tu rentres vraiment dans un concept de. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des traversées. Soit des traversées, soit des repérages. Par exemple, l'UTMB, avec René, on a souvent l'occasion, chaque année, on essaie de le positionner. C'est une semaine d'entraînement autour de l'UTMB. Et à partir de là, on fait des segments de la course. On la connaît par cœur, mais c'est le plaisir de venir sur le terrain et voilà, de se donner des segments et d'accumuler un gros volume. Il y a même des fois où on finit ces gros volumes par une compétition pour se mettre minable et après récupérer. Et ouais, tu te mets dans des conditions très particulières. Après, moi, ce que j'aime, mes meilleures semaines, c'est les semaines où je fais de l'itinérance. Je pars d'un point. Là, cette année, avec René, on est parti de chez moi. On a rejoint, on est allé jusque chez lui. On a traversé tout le Alors, département des pour Alpes-Maritimes préciser, tu parles de sur René 3 jours. Revera, hein, on est d'accord, hein? Je parle de René Revera, Qui est? avec qui est un de mes grands amis, qui est le parrain de mon fils, mon grand, qui est un ancien triathlète professionnel, qui est plein d'inspiration. Et ouais, je vais arrêter de le complimenter, parce qu'après il va avoir le testant qui va exploser. Donc, mais ouais, René, c'est René. Et en plus, normalement, il est là à la maison ce soir, D'accord. parce qu'on va se faire 2 jours de stage chez Seb. Donc on se fait 2 jours en montagne ici, parce que lui, il a de la neige au taquet chez lui, il peut pas courir. Il connaît pas, il se rappelle plus ce que c'est qu'un caillou, donc je vais aller lui montrer ce que c'est que de s'entraîner en descente. Non, Donc, ouais, pour revenir au fait, voilà, c'est des traversées. Donc en gros, on est parti de Sospel, qui est mon petit village adoré, qui se trouve à la frontière italienne, juste au-dessus de Menton, Monaco. mhm, Et on a traversé tout le département pour aller rejoindre Beauvais City, son petit village de Beauvais qui est dans la vallée du Verton, près de la Foudalos. d'accord. Donc en passant à travers le parc national du Mercantour, et on a fait 3 belles étapes, 3 magnifiques étapes entrecoupées. On a fait un peu d'activité outdoor parce qu'on adore ça, donc on avait fait un peu de canyon de démarrage et après on s'était enchaîné à un trail via ferrata sur la Colmiane. Enfin voilà, c'était l'anecdote avec des nuits Il en tente, il y a des des images, réparations de on peut, camions, on peut, assistance. on peut voir ce que vous avez fait sur les réseaux ou sur quelque part, sur un site Ouais. internet, non? Ouais. Ouais, sur les réseaux sociaux, on avait sur nos réseaux sociaux du team et enfin ouais, je pense que c'est plus sur celui du team ou à titre perso. On avait partagé quelques images des moments qu'on avait vécu ensemble. Et non, sincèrement, c'était très agréable. Et voilà, pour revenir à la partie entraînement, moi j'adore ça, c'est faire des traversées. Mhm. J'aime bien donner une forme de sens à mon entraînement, ou comme par exemple des fois ma femme, on se donne rendez-vous à un endroit et je lui dis bah écoute, tu vas à tel endroit, on va aller. Bon, malheureusement avec la tempête Alex, elle est en sale état, mais il y a dans la vallée d'à côté, on est à côté de la vallée de la Vésubie, il y avait une piscine naturelle, donc en gros ma femme partait à la piscine naturelle avec les enfants et moi je partais un peu plus tôt le matin, je me faisais 45-50 bandes pour aller Mhm. jusqu'à la piscine naturelle, on se retrouvait là-bas, ou alors des fois des traversées en vélo, enfin il y a plein de trucs. Enfin, j'aime bien donner du sens à mon déplacement, toujours Ouais, pas, agréable. pas forcément faire un entraînement pour faire Plutôt un que entraînement, tourner quoi. en rond autour de chez toi où c'est ton Mhm. quotidien, quoi. Mhm. Ton quotidien de faire tes entraînements, tes parcours autour de chez toi que tu pratiques tous les jours. Donc, là, le fait de faire de l'itinérance, et puis c'est tout un contexte. Tu prépares le truc, tu as ton backpack, tu as ton sac à dos, tu mets tout ton matos, tu as une forme d'autonomie. Enfin, voilà, j'aime bien ça. Quelle qualité, alors une seule, hein, Sébastien, tu souhaiterais améliorer? Ma vitesse. Ah, mais tu l'as dit Par tout à rapport au l'heure, t'es plan pas quelqu'un de sportif, c'est rapide. ma vitesse. Ah ouais, non, non, je suis très lent. À chaque fois, les gens ils me demandent ouais, mais tu fais combien sur 10 km? Et je dis, ouais, je fais pas vite, hein.
faut que le diesel il se chauffe déjà. Et je pense que il est chaud à la fin des 10 km. Puis après, il faut qu'il se mette en route. Puis des fois, il y a des petits coups de turbo qui arrivent à fonctionner. Mais non, ouais, je suis vraiment très lent. Ouais, enfin, j'ai un peu de vitesse dans des parties techniques où, voilà, quand c'est vraiment technique, sinueux, un peu particulier, là, j'ai des sensations de vitesse où j'arrive à courir à des bonnes allures. Mais après, voilà, tu me demandes de courir à 20 à l'heure autour d'une piste. C'est Déjà, pas ton tourner en truc. rond autour d'une piste, ah non, là, j'ai vraiment du mal avec ça. Et voilà, et après, ouais, mon truc, ce serait voilà, d'avoir une petite pointe de vitesse un peu supérieure. Mais bon, c'est pas Tu grave. la travailles On se ou débrouille autrement. pas forcément, tu disais Alors, que j'ai t'aimes pas la essayé de le piste. travailler, et comme je disais, j'ai essayé de le travailler, mais physiologiquement, ça me correspond pas. Mhm. J'ai vraiment des sensations, enfin, ça me correspond pas. Je sens que je suis pas fait pour ça. Donc après, je le travaille différemment. Je fais beaucoup de fartlek. D'accord. En gros, je travaille ma vitesse je joue avec le terrain. Mhm. Tu vois, et des trucs tout bêtes, hein. Ta vitesse, t'es pas obligé de la travailler autour d'une piste. Et moi, tu vois, j'ai des genres de secteurs petits singles. Bon, pour ceux qui savent pas, un single, c'est un petit sentier, une petite trace très fine. C'est pas la grosse piste des FCI où t'as les camions qui passent. Là, c'est une petite trace où tu passes juste avec ton VTT. Voilà, tu es dans ton petit single, un petit faux plat descendant, montant qui ondule. Là, tu peux commencer à accélérer, à avoir la foulée et là, d'avoir des sensations. Et là, je peux te dire que le cardio, il monte. À Et en- partir du moment où le cardio monte, bah, tu sais que tu es C'est en train de pareil. pousser, quoi. Tu te mens pas, hein. Avec l'avantage en plus Tu dans te les mens petits pas. singles d'avoir l'impression d'aller plus vite parce qu'il y a Ah, en mais règle complètement. générale. Tu as cette sensation de vitesse parce que tu as de la verticalité avec les arbres, avec C'est ça. le relief à proximité. Et c'est ça qui te donne ces sensations. C'est comme courir la nuit. C'est Chaque pareil. fois, je donne cet exemple-là. Je dis, mets une frontale, va courir la nuit, tu vas voir les sensations que tu as. Et tu as l'impression de courir super vite. Quand tu regardes ta montre, tu n'as rien d'exceptionnel, mais c'est juste que voilà, tu as tes repères, tes sensations. Mm. Waouh, ton champ visuel est complètement différent. Donc ça te donne voilà, des plaisirs à l'intérieur qui font que tu sens que ça vibre. Ouais. Mais C'est bon, clair. tout ça Et, à 15 km/h. et quelle qualité unique tu as par rapport aux autres? Ouais, c'est pas vraiment elle est unique, c'est mon point fort, c'est le mental. Mhm. J'arrive à me dépasser dans les moments très difficiles. C'est papa ça. Peut-être, peut-être bien, ouais. Mais ouais, non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, l'aspiration, faut serrer les dents. Mais ouais, je sais que ça, c'est ma qualité. Euh, une question qui revient souvent chez les auditeurs du podcast, c'est est-ce que tu peux donner, alors je pense que là c'est pareil, on ne peut pas réellement parler de conseils parce que chacun est différent, surtout sur cet aspect-là, mais par rapport à la nutrition en course, quel est ton petit conseil ou ce que tu t'appliques tout du moins à toi-même? Alors, ce qui est très important, c'est de faire des mix sucré-salé et pas forcément, et ouais, mixer ta base de nutrition, on va dire la nutrition énergétique, les barres énergétiques, ainsi de suite, avec du plus conventionnel. Euh, moi, tout mon apport énergétique, je le complète avec des préparations à base de riz, de purée ou autre, pour justement pouvoir m'alimenter sur toute la durée. Parce que je pense que celui qui me dit qu'il mange que des bars sur 24 heures de course, voire plus, parce que bon, quand t'es pas forcément. Là, on est en train d'essayer de donner des conseils à des personnes qui vont mettre un peu plus de 24 heures. Euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut être honnête. Manger des bars pendant plus de 24 heures, non. Les boissons énergétiques, ainsi de suite, non. Mais Hmm. c'est là où c'est très intéressant. Ça a un gros intérêt énergétiquement, en termes d'apport, ainsi de suite. Sauf que si tu veux pouvoir l'assimiler tout au long de ta course, il faut arriver à mixer. Mhm. Moi, ça sera mon conseil, mixer. Après, au-delà de l'alimentation pendant la course, ce qui est très 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 important, c'est l'alimentation au quotidien. Ça, c'est moi pour moi, c'est vu ce qu'on demande à notre organisme, il est primordial d'avoir une alimentation de qualité chaque jour. Ah, justement, puisque tu en parles, et on a dit on allait évoquer ce sujet tout à l'heure, là, au tout début. euh,
pour toi, c'est hyper important, hein, l'aspect naturel, notamment de l'alimentation, Ouais. comme tu viens de le dire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là? C'est une globalité. Je pense que bon, là, on va parler de la nutrition. Là, tout à l'heure, on avait aussi un peu parlé de la médecine, enfin la santé. Mais ouais, pour l'alimentation, je pense que ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience et connaissance. Mhm. C'est ça qui est important, c'est la connaissance. Si on leur ment pas et qu'on leur dit la vérité et que les gens absorbent ces connaissances-là, je pense qu'il y a beaucoup de changements en termes d'habitudes alimentaires qui peuvent être générés. Euh, si on vous dit que vous mangez une carte de crédit par semaine en termes de plastique avec tous les adjuvants pétrochimiques qu'on balance sur vos fruits, vos légumes, votre alimentation, ça peut commencer à choquer les gens. Et c'est pas à se mentir, hein, c'est la réalité. C'est qu'en gros, vous prenez votre carte de crédit et vous l'ingurgitez chaque semaine. Parce que ouais, tout est traficoté. Après, l'alimentation, c'est un peu comme dans le sport. Moi, je considère que vouloir faire grossir des fruits et des légumes de façon disproportionnée, uniforme et autre, c'est un peu comme le dopage dans le sport. Tu essaies de bodybuilder ta tomate, faut pas se mentir, hein, ce que tu mets dedans, c'est pareil pour ton steak de vache ou autre, le lait que tu veux boire, tout ça. À un moment donné, on veut qu'il y ait des rentabilités, des prises de masse plus importantes. Ben ouais, c'est anabolisant, c'est tout ce que, enfin, antibiotiques, enfin, tout. Enfin, quand tu commences à te plonger là-dedans, moi qui m'y intéresse énormément, moi je suis choqué, et plus que choqué. Sauf que enfin, comme je disais aussi tout à l'heure, j'essaye de partager ces choses-là. Et si la personne n'est pas ouverte, c'est très très compliqué de faire passer le message. Il faut être capable de se remettre en question. Et ça, il faut que tu aies une personne en face de toi très ouverte. Au départ, quand je faisais un peu la promotion de ce type d'alimentation, j'étais souvent tenté de m'énerver parce que j'avais en face de moi quelqu'un de mauvaise foi qui ne jurait que par la Bible de TF1 et du journal et du dernier reportage qui avait été subventionné par telle et telle boîte parce qu'il te disait qu'il fallait manger tel type d'aliment, qu'il fallait manger tel type de sucre. Et tu te dis, non, attends. Et quand tu as quelqu'un qui est endoctriné en face de toi, qui n'arrive pas à prendre un peu de hauteur et avoir une forme de raisonnement, j'étais tenté de m'énerver. Je me dis, mais c'est pas comme ça que tu arriveras à faire passer ton message. Jette ta petite graine dans l'engrenage et à un moment donné, tu verras que certainement ça fera effet. Et quand tu te retrouves 3-4 ans plus tard, tu te retrouves chez cette personne-là, tu ouvres ses placards et tu vois qu'en fait, elle se retrouve qu'avec des boîtes d'aliments bio, qu'elle a complètement muté. Tu te dis, bon, peut-être que mon petit grain que j'avais jeté, j'ai bien fait de le jeter à ce moment-là et de pas m'énerver. Et je me suis vachement apaisé là-dessus parce que j'étais tellement engagé qu'à un moment donné, ça me prenait tellement trop aux tripes. Et maintenant, je dis, bon, voilà, je fais passer le message à qui veut. Ça marche pas. Moi, je sais que j'ai un mode de fonctionnement au quotidien. Je pense en termes d'expérience avoir poussé mon organisme à des limites très extrêmes. Et j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur moi, sur mon corps, et je peux certifier que voilà, il y a un bénéfice et une nécessité à prendre connaissance des bases et des fondamentaux de l'alimentation, que ce soit pour nous, mais surtout aussi pour nos enfants. Parce que ça, c'est c'est très important. On leur lègue des choses, ils n'ont pas le savoir. C'est à nous de l'avoir le savoir. C'est à nous de les guider. Et voilà. Bon, après, pour la petite anecdote, c'est quand tu vois les quantités de sucre que tu as dans l'alimentation des gamins, que tu vois les troubles liés à ces taux de sucre. Enfin bon, c'est ça. C'est la petite anecdote. Mais bon, tu te dis non, mais c'est pas possible. On est en train de les intoxiquer. On est en train de les intoxiquer. Il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas être un extrémiste. Je pense que je suis pas un extrémiste. On me demande souvent si je suis vegan, machin et tout. Je dis non, non. J'essaie de trouver le juste milieu. Le juste milieu où je mange le moins possible de viande, mais j'en mange encore un peu. Enfin,
Si on m'invite à un repas, s'il y a de la viande, j'en mangerai. Par contre, j'ai à cœur de manger de la viande de qualité et qu'il y ait un respect de l'animal dans son élevage, dans son abattage et ainsi de suite. Donc, je n'achète que certains types de viande. Et, par contre, je me limite. Et voilà, par contre, j'ai fait le choix de ne pas vouloir tendre vers un extrême qui a toute sa valeur. Hein. C'est juste que voilà, j'ai remarqué que ce qui est important, c'est d'essayer de trouver l'équilibre qui fait que tu arrives à avoir une vision globale. Et voilà. Ok. Message passé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un autre sujet qui est hyper important pour toi, et on en a parlé également tout à l'heure, pour revenir un petit peu plus sur la partie entraînement, le sujet de la progressivité dans la pratique du trail. Pareil là, également un sujet hyper important pour moi aussi, quelque chose que j'essaie de respecter le plus possible dans ma pratique, même si elle est pas professionnelle et elle n'est pas à un haut niveau. Je pense que la progressivité dans le trail, c'est une des clés majeures d'un équilibre et d'une pratique apaisée. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue sur cet aspect-là? Ouais, c'est une valeur que j'essaie de faire, pour laquelle j'essaie de faire la promotion au quotidien, parce que je suis souvent confronté à des gens qui, comme on le disait tout à l'heure, n'ont qu'une visée orientée vers l'ultra trail. Sauf que quand tu pratiques 20 km au mieux dans tes sorties quotidiennes, se dire que l'année prochaine tu fais un ultra trail, ça fait un gap un peu important. Et là, je pense que tu n'as pas une vision de la pratique à long terme. Tu as vraiment une vision one shot, te dire je vais faire mon ultra trail et après je me vois pas dans 10-15 ans continuer à m'épanouir et je pense que c'est pas la bonne orientation. Moi, à titre d'exemple, j'ai fait 5 fois la CCC avant d'oser, je dis bien oser, me lancer sur l'UTMB. Parce que j'avais vraiment de l'appréhension sur l'ultra et comme j'ai vécu ça un peu par expérience. En 2008, je prends mon billet d'avion, je vais à La Réunion, dans un raider que je suis. Je me dis, ouais, c'est bon, un an de préparation, je peux faire la diagonale des fous. Eh ben, je peux te dire que je me rappelle encore. Hein. Je me suis cassé les dents et recassé les dents et cassé la mâchoire. Hein. J'ai même pas osé passer le taille beat. Hein. Et là, je dis, waouh, 2008. Hein. 2008. Il m'a fallu 5 ans pour oser retourner à La Réunion. 5 ans. Et voilà, 2013, je fais la CCC et j'ose retourner sur la diagonale pour combattre un peu le mythe et je réussis. Mais bon, j'ai pris le temps de me repréparer. J'ai pris le temps de me repréparer et l'UTMB, voilà, j'ai attendu 5 CCC pour me dire, ouais, je vais essayer. Et fatalité, première pratique, enfin, premier essai sur l'UTMB, pareil, hein, je me casse. Bon, pas les dents, je me suis cassé les pieds, mais voilà. Et après, c'est ça, c'est expérience après expérience. Non, mais pour revenir à la progressivité, c'est primordial. Mais après, c'est comment fonctionne notre organisme. Hein. Tu vas le choquer, il va se renforcer, tu vas pouvoir passer une étape, une étape, une étape. Et l'ultra, c'est quand même quelques étages au-dessus. Donc, à moins d'avoir un bagage monstrueux en termes de montagne, de distance, et ainsi de suite, il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo parce qu'il faut le préparer, son corps. Il y a des tendons, au niveau de l'organisme, du digestif, du musculaire, la fibre, tout, tout se prépare, c'est un tout. Et voilà, il faut y aller progressivement, étape par étape. Et Est-ce pas que... être pressé. Ne vous Hmm, inquiétez pas, l'ultra, il y en aura. alors, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment, moi que j'appelle extraordinaire, c'est un moment unique, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours? J'en ai plusieurs. Vas-y. C'est, ils se mélangent. Enfin, j'en ai trois en tête. J'ai mon arrivée de ma CCC 2013 où je fais deuxième, où c'est émotionnellement, je vis quelque chose d'incroyable. Autant pour moi que pour mon entourage, parce que j'avais énormément de personnes de mon entourage qui étaient présentes, mes amis, ma famille. Et quand j'ai vu le bonheur que j'ai généré dans leurs yeux,
Là, ça te décuple le plaisir. C'est incroyable. Deuxième moment, c'est descendre sur Sillaos avec mon frère, sur une diagonale des fous. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en 2015. Et là, on se retrouve avec un lever de soleil. Et tous les deux, au même moment, on est frappé par l'instant présent. Et on se dit, waouh. Et on ralentit, si tu veux, on profite du truc. Et on dit, non, mais attends, t'as vu le truc là? Je ne pourrais pas définir exactement qu'est-ce qui a fait que ce moment est exceptionnel, mis à part la lumière, le paysage. Enfin, il y a eu un tout. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'on l'a vécu tous les deux au même moment. Et là, on s'est dit, ouf, il y a quelque chose là. Et là, on a profité du moment présent. Et ça, quand tu as une fusion avec ton frère, enfin une fusion fraternelle à ce niveau d'intensité, c'est puissant. C'est très puissant. Et troisième, bah, c'est le déroulement de ma fin de course sur cette diagonale en 2015 qui est particulière parce qu'en fait, je fais toute une partie de la course avec Sylvain et arrivé au ravitaillement de Roche Plate avant de monter le Maïdo, je l'abandonne parce que je sens qu'il peut plus. Enfin, il me le dit clairement, il dit moi je finirai pas la course. Et là, j'avais passé bien 10 minutes, un quart d'heure à l'attendre. Et je me dis mais là je viens de perdre du temps pour lui. Et j'ai dit non mais là cette course, je veux pas qu'elle se termine comme ça quoi. Donc là je repars mais énergique comme jamais, ce qui fait que j'essaie de rattraper Antoine Guillon comme je peux, mais bon, je viens de mourir à 19 minutes de lui. Mais voilà, cette course, elle a une satisfaction incroyable. Le personnage qui gagne a énormément de valeur pour moi. Moi, je fais une place incroyable que j'aurais jamais imaginé. Je vis une course fabuleuse sur les 60 derniers kilomètres. J'ai tout gagné, quoi. Pour moi, c'est dans la boîte, ça y est, c'est terminé. Tu fais combien cette année-là? Tu finis combien? Je fais deuxième. Deuxième. Et là, tu te dis, ça y est, t'as accroché ça. Puis en plus, si tu veux, j'ai rien lâché jusqu'à l'arrivée parce que je voyais tous les temps d'intermédiaire où ça sautait. J'étais en train de lui revenir dessus. J'avais quasiment 50 minutes de retard sur lui. Je reviens à une vingtaine de minutes. Et puis moi, derrière, je savais pas ce que ça donnait. Donc, puis là, j'avais pas envie. Je peux te dire que quand on m'a annoncé deuxième place, je dis, attends, là, c'est la course de ma vie. Là, je peux te dire que j'ai rien lâché. Hein. Ouais, j'ai pas fait le meilleur tour du stade de la Redoute. Là, de la Redoute, j'en ai profité, mais non, mais j'ai vraiment tout donné jusqu'au bout et la descente du Colorado. Enfin, non, j'ai vraiment rien lâché. Et ouais, c'est ce qui fait que, comme je disais, tu passes la ligne d'arrivée, ça y est, c'est dans la boîte, ça s'est fait quoi. T'as ces souvenirs-là dans ta tête et c'est fabuleux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'aventure que... Alors je crois que tu l'as créée avec ton frère, enfin créée entre guillemets, hein, la team Garmin Aventure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Quand a-t-il commencé et où en êtes-vous aujourd'hui? Je me répète souvent, hein, mais tout est lié. Je reprends un peu un élément que j'ai notifié tout à l'heure par rapport à mon parcours professionnel. Et quand je disais que la vie m'a amené parfois à prendre des directions très particulières et à des moments clés de ma vie, toute cette histoire, elle vient d'un GPS, un 60 CSX, un Garmin 60 CSX avec une antenne déportée. C'est tout con, hein. En fait, je contacte Garmin parce on part avec mon frérot faire un raid en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le Dream Raid. Et on doit traverser la forêt vierge et c'est tellement dense qu'il faut qu'on ait un GPS ultra performant avec une antenne déportée. Je contacte Garmin, je leur explique le truc, il me faut un câble avec une antenne déportée, aimanté avec une longueur de câble de temps. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je dis, ah ben je vais traverser la Nouvelle-Calédonie. Ah bon, et c'est quoi? Ouais, c'est une compète. Je leur explique le truc. Quand on prend les bâtons de randonnée, on les emboîte ensemble. J'allais traficoter un espèce de système de dingue. Et là, le mec, il est subjugué. Il dit non, mais c'est pas possible. Donc, fatalité, je le rencontre au Roc d'Azur. Il m'équipe et tout. Et puis, il suit le truc, quoi. Et il accroche, quoi. Il accroche vraiment. Enfin, il y a quelque chose qui se passe entre eux.
Grégoire et moi, enfin et nous. Et à partir de là, l'histoire, la relation de avec Garmin, elle tient à ça, quoi. La rencontre d'une personne avec une autre autour d'un produit. Et voilà, Qu'est-ce ça que vous voulez fait créer du coup? 14 ans que ça dure. Et on crée enfin, il y a quelque chose qui se crée. La marque évolue. Enfin, c'était 2000, là je parle 2007, quoi. Ouais. 2007-2008, c'est Garmin à l'époque, c'est pas Garmin aujourd'hui. Donc, on a évolué avec la marque, on a évolué avec les personnes aussi parce que Garmin a évolué et, euh, et voilà, on a voulu construire quelque chose autour de valeurs réelles, humaines. Moi, j'ai tous les contrats qu'on a eus, je n'ai jamais eu aucun contrat à la performance. Jamais. On était réellement sur de l'humain. Mhm. Et ça a une valeur incroyable. Tous les contrats à la performance qu'on m'a proposés, je les ai tous refusés. Pour plusieurs raisons, mais là, si tu veux, c'est s'accrocher essentiellement à des résultats. Et quand tu as une relation de la sorte, tu t'amènes plein de dérives. C'est-à-dire que la personne, si elle se blesse, t'es pas là derrière elle. T'es pas là à l'aider. Et si cette personne-là, elle se blesse et qu'elle doit gagner sa vie avec sa pratique, demain, un des moyens les plus pernicieux pour essayer de revenir au meilleur niveau, c'est le dopage. Mhm. C'est une forme d'addiction aux produits qui sont mauvais pour sa santé et mauvais pour le sport, pour la mentalité, ainsi de suite. Et voilà, et tu génères plein de choses négatives autour de ça. Et c'est pour ça que moi, je me détache enfin, philosophiquement parlant, je suis en train de me détacher de plus en plus de la performance interindividuelle, la comparaison avec autrui. Surtout, l'avantage que j'ai, c'est que dans ma pratique, on est sur de la performance, à mon sens, personnelle. Mhm. Parce que quand tu fais un ultra trail, si tu commences à t'abuser, à vouloir t'occuper du Gugus qui est à côté de toi au 45e ou 50e kilomètre, le gars, je sais pas si dans 50 ou 60 bornes, il va pas mettre la flèche et se mettre sur le brancard à côté et que lui, en fait, il t'a amené sur un mauvais rythme. Et Mhm. occupe-toi déjà de tes fesses, occupe-toi de toi, amène-les jusqu'à la ligne d'arrivée, puis après, on verra le résultat. La hiérarchie, elle se fera à la fin. Mais déjà, donne le meilleur de toi-même et après, tu verras ce que tu as fait. Et c'est là où je me retrouve vraiment dans l'ultra trail. C'est là où je me retrouve vraiment, c'est qu'au final, j'ai réussi à mettre de côté cette comparaison interindividuelle qui, à mon sens, n'est pas forcément saine pour nous et pour notre société. Enfin, à titre général, c'est voilà, vouloir se comparer à l'autre. Ouais, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que ça nous fait évoluer dans le bon sens? Est-ce que je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Et c'est là où ouais, ma pratique est vraiment épanouissante en ce sens parce que voilà, elle me permet justement d'aller chercher le meilleur de moi-même et je reviens sur voilà, ma construction, mes contrats, mes relations avec mes partenaires, mes relations avec les personnes qui représentent ces partenaires-là. Elle s'est fait essentiellement et exclusivement sur de l'humain. Et voilà, c'est ce qui me permet voilà, d'être fier de tout ça et de tout ce qu'on a construit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Team Garmin Aventure, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu ce que vous faites et qui compose l'équipe et C'est ouais, c'est quatre zozos et deux folles qui ont décidé de courir dans la montagne le plus longtemps possible, le plus vite possible. Tout ça en étant sérieux, mais sans se prendre au sérieux, avec la banane, le sourire au maximum. L'équipe est composée de Julien Jorot, René Rovera, Sylvain Camus, Sébastien Camus. Et j'aurais dû commencer par les demoiselles, qui ont quand même une priorité normalement, avec Laura Vigneault et Émilie Cambier, qui est notre nouvelle recrue de l'année. d'accord. Et la structuration, elle est essentiellement. Donc, je suis manager de l'équipe, c'est moi qui l'ai construite, constituée et qui m'en occupe. Donc, la structuration de l'équipe, elle est essentiellement construite autour d'un effectif humain. C'est des opportunités, des rencontres qui ont fait que voilà, on a construit notre effectif. À aucun moment j'ai décidé d'aller chercher telle ou telle personne. Puis bon, on le voit hein,
On n'a pas des grandes têtes mondiales dans notre effectif. En revanche, voilà, on est un peu une bande d'amis, un peu une bande de personnes qui se retrouvent autour d'une famille. Et quand tu te retrouves à l'UTMB, que tu passes une semaine dans un chalet tous ensemble et que Avec les morceaux de guitare de Julien, ça doit être sympa. voilà, et ça, c'est des moments qui font partie qui génèrent aussi cette extase qu'on a, ce plaisir qu'on a. Enfin, c'est, ouais, tu prends des petits déj, que ça marche pas. Enfin, on passe des moments, mais on partage des moments de vie. Pas assez à mon goût, mais on partage des moments de vie. Et ça, c'est hyper important, moi, dans ma conception de l'idée d'équipe. Parce que, voilà, on est une équipe. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je viens du raid aventure, en quelque sorte. Je viens du raid aventure. Et c'est ce collectif-là qui est important pour moi. Et même si on reste dans des épreuves individuelles, à tout moment, si on peut. Enfin, moi, j'ai partagé tellement de moments de course avec mon frérot, avec René, avec Julien un peu moins, mais bon, on les a eu avant et après les courses, mais et j'espère en avoir pouvoir en partager avec lui. Enfin bon, ouais, c'est des valeurs très particulières qui sont pas perçues par tout le monde, mais voilà, qui me tiennent à cœur. Est-ce que tu as encore un rêve de trail En termes d'épreuves, en en termes termes d'épreuve, de, on va dire? bah, moi, je rêve toujours de pouvoir passer une ligne d'arrivée avec mon frérot, main dans la main, sur une grande course qui se déroule à Chamonix qui se termine à Saint-Denis-de-la Réunion. Bon, on a eu l'opportunité en 2018, on finit ensemble sur la Réunion, mais on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, il y a possibilité de faire mieux. Et ça fait partie de mes rêves. Ça fait partie de mes rêves, passer une ligne d'arrivée encore une fois avec mon frérot, main dans la main, sur une belle grande course avec une belle performance à la clé où on se sera vraiment déchiré de bout en bout. Et c'est très compliqué, c'est un rêve très très compliqué parce que c'est l'alchimie de deux personnes qui doivent être en forme au même moment, qui doivent partager cette course ensemble pour pouvoir profiter. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Mais 2018 reste un superbe souvenir, hein. Superbe souvenir. On fait un podium par équipe avec René. Moi, je fais une très longue course avec mon frérot. On a eu des hauts et des bas et on a réussi à les jongler ensemble. On a été malades tous les deux sur cette course avant de prendre le départ. Et fatalité, on a rien lâché, on est allé au bout et on a réussi à gérer tout ça. Et c'est ce que je disais, c'est que l'expérience a joué parce que 2 ans avant, je crois, pareil, je me retrouve à La Réunion, je tombe malade et là, on me dit, ouais, prends ça, machin, vas-y. Je dis, non, non, moi, je me soigne aux huiles essentielles, machin, aux naturels. Bam, je fais la moitié de la course, je bâche. Il me dit, ouais, tu vois, on te l'avait dit, il fallait que tu prennes tel truc, et machin. Je dis, non, mais ça fait pas partie de mes convictions, mes valeurs. J'ai loupé ma course, très bien. L'année d'avant, je fais deux. Cette année, je me casse les dents parce que je suis malade. Bah, c'est un fait, t'es malade, c'est comme ça. Mais ça m'a servi d'expérience parce que 2 ans plus tard, de pareil, en fait, c'est les climatisations, les trucs comme ça qui font que je suis sensible. Je retombe Mhm. malade, pareil. Sauf que là, j'ai l'expérience de 2 ans d'avant, donc je sais quel type de traitement il faut que je prenne, comment est-ce qu'il faut que je réagisse, Et fatalité, bah, je fais 167 km sur la Diagonale des Fous, qui est une des courses les plus exigeantes au monde, et je la termine en étant malade. Et je la termine main dans la main avec mon frérot, et on fait un top 10. Donc, voilà. Comme quoi, des fois, juste pour le clin d'œil, c'est qu'il y a des fois où on se loupe, mais ça sert d'expérience pour la suite. Et ce qui est important, c'est de rester sur ses convictions personnelles et ça paye. Comment tu vois l'avenir, alors d'une part sportivement et professionnellement, alors déjà de la team Vermine Venture et puis après plus personnellement? Ah bah le team, on évolue encore tous ensemble, on est toujours motivés comme des jeunes cadets, donc ça c'est cool. Ce qui est compliqué, c'est de ce qu'on disait un peu en introduction, c'est la projection sur les événements, les objectifs avec cette situation qui est un peu particulière. Maintenant,
Moi, mon prolongement, il va continuer un peu dans le même principe, parce que professionnellement, là, avec ma femme, on a acheté un bien sur Sospel, un bien immobilier sur Sospel pour faire de l'accueil de personnes, pour créer des stages, gîtes, Mhm. chambres d'hôtes. Je vais pouvoir accueillir plein de trailers fous qui vont Ah, vouloir bah venir ça. s'entraider chez moi, À partir de quand? avec qui je vais pouvoir. Ah, ben ça, c'est pareil, c'est un projet ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus. Sauf que j'ai à cœur de faire une rénovation, ce que j'appelle une rénovation efficiente, pour pas dire écologique. Mais je Mhm. veux une rénovation qui soit la plus cohérente avec notre avenir. Donc, je recycle tous les déchets du bâtiment. Ne, j'essaye de réintégrer que des matériaux naturels. J'essaye de rénover de façon la plus cohérente possible avec récupération de l'eau de pluie, réutilisation des eaux, utilisation du solaire. Enfin, je me prends vraiment la tête, hein. Mais Tu joues un lac, t'as la il y parole. a vraiment un beau projet. Ouais, non, il y a vraiment un super projet qui va être plein de valeurs et qui seront véhiculés aussi au travers des rencontres qu'on va pouvoir faire. Et voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc nous, normalement, on devrait y habiter cet été. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on pourrait déjà accueillir les premiers trailers fous et partager voilà, des moments de vie et une certaine forme de philosophie. Parce que, Tu proposerais voilà, quoi? parce que j'ai... Vous proposerez des week-ends un peu découvertes ou Ouais, ouais, découverte. Ce que j'ai envie, c'est d'amener les gens à aimer cette pratique. Mhm. Je vais pas faire. J'aurai peut-être occasionnellement des stages ce qu'on va appeler des stages de grosse préparation, des gros week-ends soit au choc, mais c'est pas ma vocation première. Vraiment, ma vocation première, c'est boire des bières, manger un bon repas, aller courir avant pour pouvoir avoir le droit d'avoir une bonne conscience autour de ce bon repas. Et non, mais ouais, c'est vraiment le plaisir de pratiquer. Ce que j'ai vraiment envie d'amener, c'est offrir toute mon expérience, toutes ces années d'expérience, leur faire découvrir ce site que j'ai choisi, dans lequel j'ai choisi d'habiter, qui est juste un site fabuleux. On est au pied du Kilimandjabo et aux portes du parc national du Mercantour, donc il y a plein de choses à découvrir ici. Comment tu l'as appelé, le Et Kilimanjaro? c'est le Mandjabo, le mont Mandjabo, et moi je l'appelle le Kilimandjabo D'accord. parce il m'en a fait déguster ce salaud. Ouais, c'est un des premiers gros sommets que tu as en proximité de la mer Méditerranée. Tu à plus de 1800 mètres d'altitude et c'est le premier 1008 que tu as à vol d'oiseau, on n'est pas loin de la mer, hein. Mais ça t'offre une vue imprenable. Imprenable. D'accord. Et tu es dans le parc national du Mercantour et voilà, j'aime bien cette petite connotation, hein. Ah, c'est rigolo. Et j'ai un ami qui fait pour l'anecdote, j'ai un ami qui fait des bières artisanales sur Sospel. Donc tout à l'heure, j'ai lancé un petit clin d'œil bière barbecue, mais je suis un grand fan de bière. Et il a appelé une de ses bières la Kilimanjaro. Et tu Donc peux, ça tu sera peux parler l'occasion de venir la de sa tester. marque. En passant, ça fait de mal à personne. Ah, c'est la brasserie indépendante du Manjabo. Donc D'accord. petite brasserie artisanale à Sospel. Il n'y a pas beaucoup de références, mais il en faut pas beaucoup. Il faut 4 références. Il a D'accord. 4 belles références de bière, une blonde, une rousse, une IPA et une CEPA, qui est un peu particulière, mais que j'adore. D'accord. Bon. Très bien. Mais Le message est ouais, non, passé. non, puis c'est un super projet qui est plein de valeurs aussi et ça me plaît, ça me plaît. Et le personnage aussi correspond justement à tout ça. Et puis ça sera les bières officielles du gîte, donc chez Aurélie et Sébastien. Chez Aurélie et Sébastien, bed and breakfast and more. 3 petits points, vous verrez. Mais non, mais c'est vraiment un super projet parce qu'on adore ça chez nous. C'est un peu la maison du bonheur, hein. Toutes les fois où j'ai des amis qui sont là, enfin, hein, j'ai dû aménager un studio spécialement dans notre maison où on vit actuellement parce que j'ai tout le monde tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde à la maison et c'est notre plaisir. Et là, on va pouvoir étendre ça à quelque chose d'encore plus vaste Le et partage, puis j'ai ça va être l'impression chez génial. vous, hein. Le partage est un Ah mot ouais, non, mais important chez toi. c'est hyper important. C'est ce qui va nous sauver, hein. Hmm. Ah, il faut partager, faut échanger, Puis ce que je dis, moi, je veux pas m'enrichir financièrement, je veux m'enrichir humainement.
Ça a trop de valeur. Et c'est là où il faut faire la différence entre le prix et la valeur des choses. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Je t'en prie. On Je arrive. commence à avoir la gorge sèche parce Eh que oui, ça mais fait un ça petit fait un moment moment qu'on là. parle. Eh oui, ça Et fait. j'ai pas pris ma gourde avec moi. Non, mais ça y est, on arrive tranquillement à la fin de l'épisode d'ailleurs. Tu voudrais évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé? On a quand même bien fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on a fait un sacré tour, hein. Mais bon, écoute, je te lance une invitation pour venir découvrir notre gîte chambre d'hôte au pied du Kilimandjaro dès que ça ouvre. Ah, mais très Ça sera un volontiers. grand plaisir de faire une interview, un échange en direct Très, très autour d'une bonne volontiers. bière. Très volontiers. Ça sera vraiment avec grand plaisir. On en reparlera, tu me contacteras pour Ah, quand avec ça sera plaisir. Non, non, possible. mais en toute sincérité, hein. Ouais, ouais, c'est cool. Dès qu'on a l'opportunité d'ouvrir tout ça et de t'accueillir, ce sera l'occasion d'échanger plus longuement sur différents sujets. Très volontiers. Qui tu souhaiterais voir apparaître ou entendre dans le podcast? Écoute, j'ai fait le tour. Alors, à moins que je sois passé au travers, mais j'ai pas vu Antoine Guillon. Non. Mais Ouais, c'est Antoine quelqu'un que Guillon, j'apprécie beaucoup. j'ai Ah, tenté de le peut-être qu'il est déjà interviewé. Non, non, non. Non, non. J'ai tenté de le Ok. contacter, mais ça n'a pas abouti. Donc, si tu peux me faire une petite intro, c'est pas de refus. Ah, ben, je peux largement t'introduire. Je le contacterai à titre personnel Ah bah, c'est cool. et je vous mettrai en contact. Il y a ouais, Antoine Guillon et Éric Lacroix. Éric Lacroix. Éric Lacroix Mm. ouais, que j'apprécie énormément aussi, qui a une vision du trail un peu différente. Mhm. Et bah, lui étant entraîneur, j'adore son approche. Très bien, bah, c'est noté. J'adore son approche, sa personnalité. Donc, enfin, voilà, c'est deux personnes que j'avais Allez, si j'avais je peux en avoir un tête. petit coup de main de ta part, ça serait cool. Ah ben là, c'est avec grand plaisir. Bah, c'est sympa. Avec grand plaisir. On arrive à la dernière partie de l'épisode. C'est des questions rapides, alors des questions courtes et des réponses sans argument. Tu es prêt? Ok. Ouais, attention, tu sais que je suis pas spécialiste de la rapidité. Ça J'espère va que les aller, ça questions va sont aller. pas trop compliquées. Non, non, ça va aller. Plat favori après la course? La pizza, c'est pas mal, hein. Boisson favorite après la course? Bière. Alors tu as répondu tout à l'heure, mais plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Plutôt bar, moi. Plutôt fait maison ou industriel? Mais Je crois connaître la réponse. On en a parlé longuement. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse ouais, de pluie? la pluie. Tu es plutôt racine ou verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour? Mon cœur balance. Mon cœur balance. C'est très difficile, là. T'as le choix que de choisir une seule réponse. Et ouais. Allez, de nuit. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Matin. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien? Podcast. C'est vrai? Ouais, j'écoute jamais de musique en courant, j'écoute toujours des podcasts. Ah, j'aurais dit, j'étais persuadé, tu vois, après notre entretien, j'étais persuadé que c'était rien du tout. Mais tu vois, je me suis trompé. Non, et en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, je cours sans rien parce que, comme je te disais, j'aime bien être connecté avec l'élément, mais en ce moment, j'ai énormément de sujets qui m'intéressent et j'ai Mhm. pas le temps de les écouter dans le quotidien. Donc autant quand je prends la voiture ou quoi, je me les mets sur l'autoradio ou autre. Mais là, il y a beaucoup de sujets qui sont importants pour moi dans ma vie en ce moment et bah, c'est des sujets très, très particuliers, hein. C'est des sujets de société et ça, et c'est des interviews très, très longues et je Mhm. peux les écouter qu'au travers de podcasts quand je cours. Donc, D'accord. c'est pour l'anecdote, c'est une petite chaîne qui s'appelle Thinkerview, Ouais.
qui commence à être de plus en plus connu. D'accord. Bon, on note. Eh ben écoute, on est arrivé à la fin de notre épisode. Sébastien, je te remercie énormément. Puis voilà, on surveillera avec attention l'ouverture de votre prochain gîte pour que vous puissiez partager votre passion Ah, ça me fait plaisir, ça. attentivement, Ça me très fait plaisir. attentivement. Voilà. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, Sébastien. C'était vraiment, vraiment super cool. C'est cool. Merci. Merci à toi pour cette belle interview. Merci à toi, Nicolas. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut!